Enfin, je veux dire, il y a eu carrément une période de ma vie, j'étais serveuse, je savais pas du tout ce que j'allais faire, je savais que je voulais faire du cinéma, je venais de me faire refoule de la Fémis et je m'étais même carrément fait refoule de toutes les facs de Paris. Donc j'étais vraiment en mode, ok, je vais rien faire de ma vie, quoi. Genre, c'est, c'est mort, quoi. Pouvoir et savoir. Refaire sa vie à chaque matin. À votre avis, qu'est-ce qui se passe derrière les palmiers à Tanger, à part le soleil, la mer et les vacances ? Meriem Benbarek a sa propre réponse, et si vous voulez la connaître, alors il vous faut impérativement vous rendre dans la salle de cinéma la plus proche de chez vous pour aller voir son dernier film intitulé « Derrière les palmiers ». En salle depuis le 1er avril, c'est un film époustouflant dont on ne ressort pas indemne. Meriem Benbarek est une réalisatrice franco-marocaine qui a reçu le prix du meilleur scénario dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes en 2018 pour son tout premier long métrage, Sophia. Un film à la fois rude et magnifique sur la condition et le sort réservé aux femmes marocaines qui se retrouvent enceintes hors mariage. 7 ans plus tard, avec Derrière les palmiers, Meriem se pose à nouveau la question de savoir comment le carcan structurel d'une société peut mener un être humain aux confins de comportements les plus répréhensibles. Alors aujourd'hui, dans Celles qui osent, on va parler avec Meriem du courage qu'il faut pour regarder derrière, de l'audace nécessaire pour filmer ce qui est caché afin de dévoiler des vérités qui bousculent les apparences et certains clichés bien ancrés. Bienvenue dans l'épisode de Meriem Benbarek. Bonjour, je m'appelle Meriem Benbarek, je suis la réalisatrice de 2 films, Sophia, qui était au Certain Regard en 2018, qui a eu le prix du scénario, et là, je présente mon 2e film qui s'appelle Derrière les palmiers. مالك ما كتجاوبش راه خلعتيني عليك C'était qui cette fille? وانا هادشي اللي كنحس به C'est un film qui a été très long à fabriquer, très long à monter. C'est-à-dire que c'était très étrange parce que j'ai eu un succès assez important avec mon premier film. Et je pensais naïvement que faire un 2e film, le prix à Cannes, etc., ça allait m'ouvrir des portes. Mais le Covid étant passé par là, et puis l'industrie, vraiment les cartes ont été un peu rebattues suite à la pandémie et l'industrie s'est littéralement transformée à ce moment-là. Il y a aussi le fait que c'était un sujet compliqué à aborder et que pour trouver les bons partenaires, c'était difficile parce que c'est-à-dire que j'avais à la fois des partenaires qui sont forts et importants qui sont montés à bord très très vite. C'est-à-dire que post-pandémie, trouver un distributeur pour les réalisateurs, c'était extrêmement difficile et c'est de plus en plus dur aujourd'hui. Néanmoins, j'ai eu un très bon distributeur, Pyramide, qui est monté à bord assez vite sur la base du scénario. J'avais à mes côtés un super producteur qui, on connaît par sa ligne éditoriale, est un monsieur qui a fait des films importants, engagés, pour ne citer que Indigène ou L'Insulte ou d'autres films comme ça. Donc, si vous voulez, j'étais plutôt bien accompagnée à cet endroit-là. Mais c'était beaucoup plus difficile de faire comprendre le film aux commissions, de faire comprendre le film aux chaînes télé, etc., quoi. C'est un film qui est très complexe pour plusieurs raisons. C'est un film qui est assez particulier dans ce qu'il raconte, mais aussi dans sa forme. Ce qu'il raconte, c'est l'histoire de cet homme. Donc, on a un personnage principal qui est assez ambivalent, qui est issu de la classe moyenne, qui est dans une histoire d'amour avec Selma, tout se passe bien, etc. Et puis tout à coup, il rencontre une riche Française, touriste, elle n'est pas expatriée, c'est une touriste qui possède avec ses parents une villa dans les hauteurs de Tanger. Il rencontre cette fille et à sa rencontre, en fait, il va se mettre à imaginer un tout autre avenir possible. Voilà, je suis très heureux que ça vous plaise. Beaucoup. Merci. Je vous présente mon fils, Mehdi. Bonjour. Bonjour. Il a fait des études d'architecture. C'est le cerveau de la famille. Il vient ici de temps en temps me donner un coup de main. Vous avez de la chance. Merci. On va voir le reste? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez me montrer maintenant? Et il va se mettre à délaisser Selma. Voilà, il va jouer entre les deux et puis je ne vais pas raconter la fin du film. Donc il y a la question de l'ascension sociale, même si le premier élan qui fait que ce mec va vers Marie,
ce n'est pas son désir d'ascension. C'est d'abord une frustration qui est d'ordre sexuel. Il n'arrive pas à consommer son amour avec Selma pour plusieurs raisons. C'est ce qui raconte aussi la société marocaine et la place de la jeunesse dans cette société-là, avec ses aspirations, ses frustrations, le plafond de verre, tout ça. Et il se trouve qu'à la rencontre de Marie, tout va lui paraître beaucoup plus facile. Et donc, la liberté va être quelque part quelque chose de facile et va lui devenir accessible. Mais c'est une fois, en fait, qu'il va rentrer dans cette relation avec elle, qu'elle va essayer, en quelque sorte, de le conformer à ce que son monde à elle, à ce que sa famille à elle, avec ses codes de la bourgeoisie, etc., vont accepter d'un homme arabe. C'est-à-dire qui ne peut pas être juste tel qu'elle l'a rencontré. Ça ne peut pas être juste un mec de chantier. Il faut qu'elle lui trouve un job, il faut qu'elle l'habille, il faut qu'elle le façonne en quelque sorte, qu'elle le colonise en quelque sorte, de manière à ce qu'il puisse répondre à certains critères pour être accepté par sa famille et même par elle. J'ai une soirée samedi avec des amis. Ce sera l'occasion que tu rencontres des gens intéressants. Tu parles à mon père, il va demander à Serge de te prendre à l'essai. Donc ça en fait un personnage ambivalent. Je pense qu'aujourd'hui dans le cinéma, post-Covid, il y a eu toute une remise en question de ce que doit être le cinéma et on attend beaucoup aujourd'hui de financer des films qui sont réconfortants. Et ce film n'est pas réconfortant. C'est un film qui est assez dur. Donc je pense que la question de l'empathie du personnage et le fait que ça soit un film qui est assez dur, je crois que c'était un frein. Mais surtout la question de l'empathie. Mais la question de l'empathie, elle est très intéressante parce que c'est un espèce d'étendard qu'on nous balance depuis quelques années. Il faut qu'on ait de l'empathie. Mais en fait, pour moi, l'empathie, ce n'est pas spécialement aimer un personnage, c'est comprendre ses motivations. Et je pense que là, dans le film, on comprend ce qui le pousse à agir. C'était le cas pour Sophia. C'est un personnage qui est ambivalent et qui prend des décisions qui sont moralement discutables. Mais si elle prend ces décisions-là, c'est parce que la structure, la société autour la pousse à, en fait. C'est un truc structurel. Ce qui a inspiré le personnage de Mehdi, c'est un espèce de composite de plusieurs personnages. Effectivement, il y a le personnage de l'étranger de Camus, parce que c'est un personnage qui est ambivalent et on ne sait pas ce qui le traverse dans cette idée de mystère aussi, effectivement. Moi, j'aime beaucoup la littérature russe et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de destin un peu tragique. Effectivement, il y a l'idée du fatum, de tu prends des décisions, tu fais un choix et en fait, ce choix entraîne une espèce de chute, en fait, en quelque sorte. Donc oui, c'est un personnage qui s'est perdu dans ses choix, qui doit prendre une décision, qui n'y parvient pas. Il se construit sa propre prison morale, en quelque sorte. Il prend aucune décision, ce sont que les femmes autour de lui qui décident pour lui. Il n'y a aucun moment où il prend une décision. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la scène où il monte sur la table, elle est hyper importante, parce qu'elle a été beaucoup questionnée aussi. Parce que oui, c'est super violent, etc. Mais en fait, quand tu regardes le film, le mec, il a quand même... C'est violence subie, violence engendrée, quoi. À un moment donné, le gars, il est vieux... Enfin, après, il y a des gens qui le voient pas, ça. Il y a des gens qui voient pas que c'est un personnage qui a été violenté tout du long par le racisme ordinaire, par le mépris de classe. Alors oui, il prend des décisions terribles, mais ça vient d'où, en fait, aussi. Et il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça aussi, hein, alors que c'est quand même le cœur du film, quoi. Mais c'est intéressant de voir aussi à quel point est-ce que chacun reçoit un film différemment. Moi, j'ai rencontré plein de gens dans les avant-premières où les gens me disent j'ai envie de gifler le personnage tout du long. Mais j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont dit putain, on est avec lui du début jusqu'à la fin et en fait, on vit cette violence avec lui et on a envie qu'il s'en sorte. Donc, mais je pense que c'est là où réside l'ambivalence du film et c'est pour ça que c'était un film qui était dur à monter. Parce que je pense que c'est à cet endroit-là que ça divise sur la question de l'empathie, mais pas que. Il y a une autre question sur laquelle ça divise et je pense que ça, c'est typiquement lié à la France et à son passé. C'est sur la représentation des personnages français dans le film. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup questionné lors des financements. On m'a beaucoup dit que les personnages étaient caricaturaux.
Ma chérie, tu as pensé à ce que tu voulais pour ton anniversaire? Mais justement, Parce que j'ai trouvé une maison dans les Pouilles magnifique. On pourrait passer tout l'été en famille. C'était 40 ans, ma chérie. Il faut fêter ça. pour cette année, j'avais pensé à quelque chose d'un peu différent. Un dîner en intime avec vous deux, ça c'est sûr. Et sinon, en cadeau, j'aimerais bien faire un beau voyage avec Mehdi. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah oui, c'est bien. Et qui paye? Non, mais c'est pas contre vous, Mehdi. Hein. C'est rien. Non, mais Marie, ma chérie, c'est parce que je vais pas financer éternellement tous tes petits amis. Mais moi, en fait, c'est que j'ai choisi de représenter un certain type de bourgeoisie. Il y a plusieurs sortes et formes de tourisme au Maroc. Il y a le tourisme de masse à Marrakech, il y a les retraités d'Agadir pour grossir un peu les traits. À Tanger, c'est différent. Comment dire, c'est assez insidieux, quoi. C'est beaucoup d'intellectuels, c'est beaucoup de gens de gauche, c'est beaucoup de gens qui aiment l'art, la musique, parce que l'histoire de Tanger fait que c'est un territoire qui est assez riche à cet endroit-là, qui a vu passer la Beat Generation, qui a vu passer les Rolling Stones, qui a vu passer beaucoup d'artistes. Et encore aujourd'hui, c'est un endroit qui est très fréquenté par les artistes, très aimé des artistes, qui a toute cette mythologie un peu. Et c'est en ça où c'est un peu ambivalent, mais c'est ce qui m'intéressait aussi de creuser, quoi. C'est que c'est une domination qui est un peu plus sournoise, en fait. Et je pense que là où c'est difficile pour certaines personnes à qui on a demandé de soutenir le film, je crois que c'est difficile pour eux de se dire que ce genre de personnes qui collectionnent de l'art, qui sont cultivées, qui peuvent agir de cette manière-là. Ça leur paraît grossier et caricatural. Moi, en fait, j'adore sonder les zones grises. J'adore aller dans des endroits qui ne sont pas évidents. Et j'adore l'inconfort, en fait. C'est quelque chose qui me passionne. J'aime ça moi-même en tant que spectatrice. Je n'ai pas envie d'aller voir un film qui va me réconforter. J'ai en fait envie d'aller voir un film où je vais ressortir. Il y a quelque chose en moi qui aura changé. Entre le moment où je rentre dans la salle et je ressors, j'ai une émotion en moi qui s'est déplacée. Il y a quelque chose qui a changé. Et alors, si en plus ma vision du monde s'est transformée, alors là, c'est encore mieux. Mais donc, il faut accepter qu'il y a des gens qui rejettent ça, en fait. Ça a été très dur pour moi quand j'ai fait Sophia. J'étais plus jeune, c'était il y a 8 ans. Donc, j'avais beaucoup d'attentes et d'espoir et une forme de naïveté comme ça à me dire le film va être compris, c'est une critique de la bourgeoisie. Mais j'étais complètement idiote de me dire non, mais les bourgeois vont comprendre, en fait. Et ils vont se remettre en question. Mais en fait, j'étais jeune et innocente. Mais si vous voulez, le film a énormément plu à l'étranger. Mais c'est normal, il raconte les problématiques du Maroc entre Marocains, même si c'est la bourgeoisie, même si, attention, il y avait déjà les prémices de ce que j'allais raconter là, puisque la bourgeoisie marocaine, en réalité, elle calque son mode de vie sur l'Occident. Mais je ne pensais pas que j'allais me heurter à autant de difficultés. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que le film existe. J'ai été fidèle à mes convictions et je n'ai pas malmené l'ADN de mon film. Je suis restée fidèle à ce que je voulais raconter. Et voilà, et j'en suis très fière. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai fait ce premier film, ça a été très violent pour moi, la sortie, parce que je me sentais pas comprise. Mais ça a été un travail de 8 ans. Mais quelque part, le fait d'avoir tenu mon sujet, d'avoir tenu vraiment avec conviction mon film et ce que je voulais raconter, je me suis un peu défait du regard des autres. Et ça, c'est une véritable libération, déjà en tant que femme, et surtout arabe. Je veux dire, il y a des choses auxquelles on attend, nous, qu'on réponde. Les hommes, on leur demande pas tout ça. Et du coup, je suis alignée. Et, désolée de vous déranger, mais si vous aimez Celles qui osent, la meilleure chose à faire pour qu'on puisse continuer notre travail est de nous soutenir avec une note sur votre plateforme, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important pour nous. Allez, je vous dérange pas plus, mais je compte sur vous. Merci. Ce que j'ai voulu dire de la femme, c'est un peu ce que je dis déjà dans Sophia, c'est qu'en fait, on peut parler de féminisme, mais tant qu'on n'inclut pas la question de l'argent, on ne peut pas parler d'égalité. C'est-à-dire qu'une femme, comme le personnage de Marie, on ne peut pas comparer sa situation sociale au personnage de Selma. C'est impossible, mais c'était déjà le cas, en fait, avec Sophia. Dans mon premier film,
C'était voilà, il y a une situation, elle se retrouve enceinte hors mariage dans une société qui criminalise, qui pénalise les relations sexuelles hors mariage. Qu'en est-il de sa vie à elle ? Et qu'en est-il de sa cousine qui est privilégiée, qui a de l'argent, et si ça lui arrivait, comment elle gérait la situation ? Chaque situation est différente. Je crois que t'es enceinte. On peut pas trouver une solution ? Ça va. J'ai un problème. Ils veulent bien la prendre en charge sans déclarer à la police tout de suite. Faudra quitter l'hôpital juste après l'accouchement. On n'a pas d'autre option. C'est compliqué. On nous laisse jusqu'à demain midi pour apporter les papiers du père. Tu connais le nom du père, n'est-ce pas ? J'ai pas l'habitude de parler de mon enfance parce que c'est quand même un sujet qui est c'est tellement intime et effectivement c'est ce qui nous structure. Moi j'ai eu une enfance à la fois pas très rigolote et à la fois très joyeuse. J'ai perdu mon papa très jeune, j'avais 8 ans dans un accident assez brutal, un accident domestique, et ma maman s'est retrouvée à devoir gérer 3 enfants seule. Donc voilà, c'est parti de là. Mais elle a toujours réussi à... Comment dire ? Il y avait une forme de résilience chez ma mère. On attendait d'elle qu'elle rentre au Maroc, qu'elle rentre avec ses enfants. Mon papa était diplomate et il avait eu une mission de 5 ans à Bruxelles. Et à l'issue de ces 5 ans, on devait rentrer au Maroc. D'ailleurs, mon père n'était pas du tout pour l'idée de vivre à l'étranger. Il était très attaché à son pays. Et c'était vraiment parce que ma mère aussi voulait faire un peu l'expérience pour nous aussi, voilà quoi, 5 ans à l'étranger, enfin j'aurais fait comme elle je pense. Sauf qu'au bout de 2 ans, il a eu cet accident, il est décédé, donc la question s'est très vite posée de rentrer ou rester, sauf que rentrer nécessitait beaucoup d'argent, parce que les écoles sont chères, ma mère ne pouvait pas assumer ça seule, et on n'avait pas en fait le niveau en arabe pour pouvoir intégrer l'école publique. Donc elle n'avait pas d'autre choix que de trouver un boulot et de rester à Bruxelles. C'est ce qu'on a fait. Alors bien sûr, j'ai grandi avec cette absence et je pense bien évidemment que ça a probablement construit le regard que je porte sur les hommes. Et on peut le voir dans mes films, les hommes sont assez absents au final. Et ça a été un véritable challenge pour moi d'ailleurs d'écrire ce film avec un personnage masculin. Mais néanmoins, ce sont des hommes, on peut remarquer, qui sont toujours un peu à côté, quoi, pas complètement là. Et je pense que ça a eu un impact. Mon enfance a eu clairement, je pense, un impact là-dessus. Et je pense même, et ça je l'ai compris il y a vraiment très peu de temps, que la mort de mon père a au final ouvert une brèche quant à l'écriture et à mon désir d'écrire. Mais de manière assez naturelle. J'avais 8 ans quand il est mort. Et je m'amusais chaque soir en fait à lui écrire des lettres que je cachais dans un petit tiroir et j'essayais de voir un peu voilà, le lendemain est-ce qu'il a lu ces lettres ou pas. Évidemment non. Et du coup je pense que même mon rapport à l'écriture il s'est construit là-dessus. Après j'ai eu malgré tout une enfance assez joyeuse avec mes sœurs, ma maman qui travaillait beaucoup mais qui était présente pour nous. Et voilà, ça c'est mon enfance. Ensuite, je suis partie en France. Je suis partie en France à l'adolescence et vraiment, j'ai pas vécu les choses de la même manière qu'à Bruxelles, où j'ai trouvé que Bruxelles, c'était une ville très cosmopolite, où je sentais pas de honte par rapport à la langue, par exemple, du fait que je parle l'arabe. C'est-à-dire que dans la cour de récré, les gens parlaient français, portugais, italien, arabe. Enfin, c'était pareil pour tout le monde, quoi. Et quand je suis arrivée en France, j'ai tout de suite senti cette idée d'assimilation et d'intégration, mais très très fort. J'étais dans une ville où en fait on était peu d'étrangers à l'époque, hein. Je vous parle de ça, je suis arrivée en 98 à La Rochelle et j'ai manqué en fait de ce multiculturalisme. J'ai manqué de ça vraiment énormément. J'ai fait l'expérience, mais comme beaucoup, du racisme ordinaire, du mépris de classe, que ça soit à travers mes rencontres au collège, au lycée, mais qui était dû en fait finalement à une méconnaissance de l'autre, parce qu'on était si peu au final. Et ce qui me frappait vraiment énormément, c'était l'idée que j'étais acceptée
mais dans ce que j'avais de superficiel dans mon identité. C'est-à-dire que j'étais acceptée parce que, mais vraiment pour parler vulgairement, les tagines et les couscous, c'est cool. Le rail, sachant que le rail c'est algérien, mais c'est pas grave, c'est super. Mais par contre, dès qu'il s'agissait par exemple de foi, de croyance, de religion, de mon identité, de ce qui me structure, de mon éducation, je sentais les crispations et je voyais que ça devenait difficile. À partir de 2001, bien sûr, quand il y a eu les attaques des 2 tours, il y a quelque chose qui s'est vraiment transformé et j'ai senti cette transformation dans le débat public, mais aussi dans la sphère intime, dans les gens que je fréquentais, dans les gens que ma mère fréquentait. Un jugement, un rejet, des moqueries, et puis plus les années passaient, plus la parole était de plus en plus assumée, jusqu'à ce qu'on en arrive en fait à la situation d'aujourd'hui. Mais donc pour moi, quand j'ai eu mon bac, quitter La Rochelle, c'était vraiment, il le fallait à tout prix. Je voulais faire du cinéma. Ma mère était très inquiète, mais elle m'a toujours poussée. Et elle a bien fait parce que c'est elle qui m'a dit, si tu veux faire du cinéma, il faut aller à Paris. Ben, c'est comme ça que je suis allée à Paris. Elle avait économisé un peu, je suis partie avec un petit peu d'argent. J'ai fait plein de petits boulots. En fait, j'étais très intéressée par le cinéma et par l'art. Je pensais même faire les beaux-arts, en fait, mais je n'avais pas une grande confiance en moi. Et comme je prenais des cours de théâtre quand j'étais au lycée, je me suis dit, j'avais une option théâtre, je me suis dit, je vais commencer par là, et puis on verra. Et donc, du coup, je bossais, et puis j'ai fait aussi l'INALCO en langue et civilisation arabe, parce que je pense que j'avais été tellement déconnectée de mon identité que j'avais besoin en fait de me raccrocher à ça. Et d'ailleurs, mais quel soulagement, quel bonheur et quelle joie pour moi ça a été de débarquer à Paris et de voir une ville multiculturelle, mélangée, où aujourd'hui, voilà, j'ai des amis de toutes les cultures, toutes les confessions. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi la richesse de ce monde, quoi. Et vraiment, pour moi, ça a été une réelle respiration de venir à Paris. Ça a été... j'ai l'impression de revivre, vraiment, quoi. Je bossais parce que la vie à Paris est chère. Et puis, après, j'avais fait l'INALCO en me disant, tiens, j'ai envie de faire du documentaire. Et puis, je suis partie comme ça, toute seule, avec une petite caméra DV. Et en fait, j'ai fait Liban, Syrie, Jordanie, Palestine, Israël... pendant plusieurs mois et j'ai filmé les camps palestiniens, j'ai filmé toutes ces choses-là. Ben, j'ai toujours été politisée, quoi. En fait, j'ai très vite compris ce rapport de classe, d'oppression, de domination. Je l'ai tout de suite compris, en fait. Je l'ai compris très, très tôt. Je l'ai compris au moment où mon père est mort et où ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants. J'ai compris cette oppression-là et la domination masculine et l'idée que voilà, il faut qu'une femme, elle soit avec un homme, que truc, hein. Je l'ai compris ensuite plus tard dans des événements personnels, privés. Je l'ai compris dans mon expérience à La Rochelle, aussi en France, avant d'arriver à Paris. Et donc, j'ai très vite été politisée et très vite été touchée par ces questions de domination. Et donc la question palestinienne, forcément, elle est cruciale à cet endroit-là, quoi, sur la question de l'oppression et de la domination. Mon père était quand même s'il est mort, j'étais très jeune, il a quand même... j'ai quand même souvenir qu'il y avait toujours des grands débats politiques, que le moment où les infos passaient à l'époque de la guerre du Golfe, etc., c'était des moments où il fallait pas respirer trop fort, vraiment. J'entendais les discussions avec ma mère, Donc en fait, j'ai toujours été un peu, je pense, inconsciemment, j'ai toujours été baignée dans ce truc-là. Mais aussi pour moi, en fait, faire du cinéma, c'est un engagement politique. Donc du coup, pour moi, l'art, je crois qu'il n'y a vraiment rien de plus politique que l'art. Donc forcément, ces questions, elles vont avec, quoi. Après ce voyage, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du documentaire. Mais j'ai besoin de faire une école parce que, voilà, je me disais, j'ai pas les connaissances, j'avais pas confiance en moi pour me lancer. Et sauf que les écoles coûtent cher et j'avais pas les moyens. Donc, du coup, la seule option, c'était de passer des concours. Donc, j'ai passé le concours de la FEMIS, que je n'ai pas eu.
Enfin, je veux dire, il y a eu carrément une période de ma vie, j'étais serveuse, je savais pas du tout ce que j'allais faire, je savais que je voulais faire du cinéma, je venais de me faire refoule de la Fémis et je m'étais même carrément fait refoule de toutes les facs de Paris. Donc j'étais vraiment en mode, ok, je vais rien faire de ma vie, quoi. Genre, c'est mort, quoi. Et puis j'avais 26 ans, j'avais beaucoup de doutes, quoi, vraiment énormément de doutes. Mais même dans ces moments-là où je perdais tout, où toutes les portes se fermaient, ma sœur, elle me disait de continuer à y croire. Ma mère aussi. Mais ma sœur avec une grande conviction. Vraiment, c'était assez beau à voir, quoi. Et vraiment, oui, si ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai passé le concours de l'INSAS à Bruxelles que j'ai eu. Et c'est comme ça que je suis retournée à Bruxelles. Et il se trouve que là-bas, j'ai rencontré la fiction. Alors, c'est une école où on fait du documentaire, mais on fait aussi de la fiction. Et donc, j'ai vraiment découvert la fiction, tant d'un point de vue théorique, où j'ai vraiment emmagasiné beaucoup de connaissances là-bas, et ma curiosité était vraiment accrue à cet endroit-là, quoi. J'avais vraiment besoin de me nourrir de films, etc. Et c'était un endroit magnifique pour ça. J'ai appris énormément, même si c'était très très dur, mais j'ai appris beaucoup. Et j'ai rencontré la fiction, et il se trouve qu'on a commencé à faire des exercices d'école. Et il se trouve que mes films d'école, des fois, étaient sélectionnés dans les festivals. Et donc, mon film de 2e année a été sélectionné, puis mon film de fin d'études, qui s'est retrouvé en fait sélectionné aux Oscars. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré mon premier producteur, Olivier Delbosque, qui avait beaucoup aimé mon court-métrage, et qui m'a dit je te signe un film. Et je lui ai apporté l'idée de Sophia, il a aimé, et c'est comme ça qu'on a fait Sophia ensemble. Moi, je pense que tous les récits sont universels. Parce que souvent, on entend ce truc, ouais, ok, c'est un film fait au Maroc, ou je sais pas où, peu importe, je donne l'exemple du Maroc, mais voilà. C'est un film fait au Maroc, mais c'est universel. Bah oui, en fait, on est tous traversés par les mêmes questions, on forme une seule et même humanité. Donc du coup, on est tous traversés par les mêmes problématiques. On est liés par la vie, la mort, l'amour, toutes ces choses-là, la maladie. Enfin, je veux dire, on est tous confrontés à ça dans nos vies. Donc moi, je pense que tous les récits sont universels. Quand on voit même les contes ou les tragédies grecques, en fait, c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent. C'est constamment les mêmes histoires, elles prennent d'autres formes, selon comment on les raconte, etc. Mais les histoires se répètent toujours, depuis le début de l'humanité, depuis Adam et Ève. Après, sur la forme, j'essaye aussi de ne pas me poser de questions. Néanmoins, très vite, dans l'écriture, je suis rattrapée par un genre. Et moi, en fait, j'aime beaucoup le genre du thriller. Donc, en fait, comme je l'ai fait déjà pour Sophia, je l'ai refait là. Et d'ailleurs, au départ, je me disais, non, ça va pas être un thriller, ça va vraiment être une histoire d'amour, machin. Mais en fait, malgré moi, j'ai été rattrapée par le rythme et la tension du thriller. Et donc je pense que c'est vraiment un truc inconsciemment que j'aime. Enfin, j'ai été biberonnée au thriller un peu cheesy des années 90. C'est comme ça que j'ai découvert vraiment le cinéma. Les De Palma, les Verhoeven, tout ça. En fait, moi, j'adore. Je suis vraiment hyper cliente de ces films-là. Et je rêverais d'ailleurs de faire plus tard un film un peu, thriller érotique, un peu cheesy. J'adorerais, quoi, vraiment. Mais donc oui, je pense que je suis rattrapée par la forme, mais en tout cas, j'essaye de ne pas polluer mon écriture avec ces questions-là, parce que sinon, ça peut être vraiment hyper bloquant, quoi. En fait, ce film, c'est un film qui est hyper intime. Il est super intime. C'est un film qui est en fait la somme de toutes mes histoires d'amour. Dans ma vie, j'ai été tour à tour Selma, j'ai pu être Mehdi et j'ai pu être aussi Marie. C'est-à-dire que j'ai été Selma, j'étais celle qu'on a quittée pour aller avec une fille française, plus riche, avec un statut social plus important et une projection d'ascension sociale, etc. D'ailleurs, ça a été le point de départ de l'écriture de ce film-là, ça a été cette histoire, mais très vite, le film est devenu un composite de tout ça. J'ai été aussi Mehdi, où j'étais dans une position victime de, quelque part, d'oppression, de racisme ordinaire, de mépris de classe. Je l'ai vécu aussi de l'intérieur.
Donc voilà. Et Marie, je l'ai été aussi, en étant avec un homme qui avait moins que moi, et où je n'avais pas conscience de mes privilèges et que j'étais dans une situation de dominante par rapport à lui. Donc le point de départ, c'était plutôt mon histoire quand j'ai été Selma. Mais petit à petit, au fur et à mesure où j'ai écrit le film, c'est devenu un composite de tout ça, de toutes mes expériences. Et j'ai appris à travers ces expériences, douloureusement parfois, que l'amour est profondément politique, que l'intime est politique, on connaît tous cet adage-là, mais l'amour spécifiquement. Et aussi que l'amour peut changer notre vision et notre regard, le regard qu'on porte sur le monde. Et moi, en fait, mes histoires d'amour que j'ai vécues, que ça soit celle où j'ai été Selma, celle où j'ai été Marie, ou celle où j'ai été Mehdi, elles ont absolument construit mon regard sur le monde, et j'irai plus loin, elles ont construit mon regard de cinéaste, en fait. Et donc, c'est pour ça que ce film est très intime et que j'y suis aussi très attachée, quelque part. Alors, c'est la grande question. C'est la grande question de la vie, même, j'ai envie de dire, en fait. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose... moi, je pense, quelque part, qu'en fait, nos histoires d'amour, elles se construisent forcément sur quelque chose qui est structurel, en fait, et qui est social. C'est pas un espèce de truc qui descend du ciel, comme on peut avoir pour son enfant, par exemple. Où là, effectivement, moi qui suis maman, je peux dire que pour ma fille, j'ai un amour qui est absolument inconditionnel et qui n'est basé sur aucune structure sociale. Il est probablement, et encore, non, je ne pense même pas qu'il soit basé sur moi, mon enfance, etc. Ma manière d'aimer ma fille, elle est viscérale. Mais alors, quand on rencontre un homme ou une femme, peu importe, et qu'on rentre dans une histoire d'amour, je pense que l'amour peut pas s'exprimer en dehors du contexte social dans lequel on a grandi, familial, politique, structurel. Tout ça façonne notre capacité ou non à tomber amoureux et à développer cet amour, à bien aimer ou à mal aimer. Donc je dirais pas qu'il n'y a pas d'amour dans le film. Moi, je pense que son amour pour Selma et son désir pour elle, et le désir pour moi est une forme d'amour, il est absolument sincère. Je pense que sa rencontre avec Marie, elle le bouleverse réellement. Je pense que quand il la rencontre, il la désire vraiment. Il est touché par sa naïveté, il est touché par sa liberté. Il y a quelque chose, ce qu'elle lui renvoie de ses manques à lui, parce que c'est comme ça que ça se construit, je crois, le désir. Le désir, il se construit sur un manque. Donc ce qui me manque à moi, je vais le chercher chez l'autre pour me compléter quelque part. Donc je dirais pas qu'il n'y a pas d'amour, je dirais juste que l'amour de cet ordre-là, quand il n'est pas l'amour filial, il est structurel. Pour moi, l'audace, c'est une forme d'inconséquence. C'est se libérer de ce qu'on attend de nous, des injonctions, de machin, et d'essayer, dans un élan qui est très... peut-être même un peu soudain, quoi, un espèce d'élan de vie comme ça, oser faire quelque chose. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'inconséquence, je pense. On pense pas aux conséquences. Et donc, mais en réalité, j'ai été audacieuse de nombreuses fois dans ma vie, puisque je peux avoir un petit côté inconséquent sur certaines choses. Déjà, je pense qu'il faut être audacieux pour faire des films. Parce que c'est un métier qui est difficile, c'est un métier... on se lance dans une trajectoire de vie qui est très complexe. Enfin, c'est comme tous les artistes, quoi. On se lance quand même dans un truc qui est très complexe. Donc déjà, ça, il faut de l'audace. Mais je dois en convenir, cette audace a été poussée... Enfin, pas poussée, mais en tout cas soutenue par ma sœur, qui a toujours été... présente et qui a cru en moi, même dans les moments où moi, je n'y croyais vraiment plus du tout. Mais elle y croyait vraiment d'une manière très très vive, hein. C'était assez beau à voir. Mais voilà, je dirais que ça, c'est ma plus grande audace. Après, oui, j'ai fait des trucs inconséquents dans ma vie, mais là, je peux pas les dire, c'est pas possible. Je crois qu'il faut pouvoir... Merci à Meriem d'avoir accepté de se raconter avec autant de franchise. Et si cet épisode vous a touché, surtout s'il vous a donné envie de voir Derrière les palmiers au plus vite, parlez-en et recommandez-le autour de vous. Et si vous notez le podcast, prenez le temps aussi de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous nous aiderez à grandir
pour pouvoir continuer à inviter des femmes comme Meriem et à vous proposer des conversations inspirantes qui sortent de l'ordinaire. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Celles qui osent.